pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, Priez pour nous. notre Père Saint-Jean, Priez pour nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors nous poursuivons la réflexion à l'école d'Aristote sur l'éthique. Donc il s'agit de l'agir humain pratique. On essaye de découvrir qu'est-ce que c'est que cet agir humain pratique. Et un agir humain pratique qui n'est pas seulement l'action en vue de faire une œuvre, mais qui est une autre action pratique, qui est la recherche du bonheur. Toute l'éthique d'Aristote est une éthique du bonheur, parce que c'est ce que tous désirent. Alors la première chose que je répète et que vous avez déjà entendu plusieurs fois, c'est la première découverte qu'a fait Aristote sur la compréhension du bien. Il était à l'école de Platon et il s'est aperçu que tout le système de Platon ne correspondait pas à la vérité, à l'expérience qu'il faisait du bien. Alors, c'est important parce que je voudrais que vous saisissiez quelle est la différence entre une analyse philosophique telle qu'Aristote l'a faite et l'analyse que proposait Platon. C'est pas du tout de la même qualité. Alors, je voudrais que pour Platon, il y a trois absolus. Ça, on va passer. Pour Platon, il y a trois absolus. Il y a l'un en soi, le bien en soi et le beau en soi. Voilà. Ces trois absolus que l'âme a contemplés avant de tomber dans un corps. Vous savez que pour Platon, il y a plusieurs vies. L'âme contemple d'abord l'absolu, et puis un jour elle tombe dans le corps parce qu'elle a des purifications à faire, parce que sa vie n'a pas été ce qu'il fallait. Donc il faut qu'elle recommence. Alors, quand elle est tombée dans un corps, pour Platon, la vraie vie, c'est la vie de l'âme, c'est pas la vie du corps. Et il y a une espèce de dualité entre le corps et l'âme qui n'est pas une coopération. Au contraire, une fois que l'âme est dans le corps, elle doit vivre au-delà du corps et se débarrasser le plus possible du corps. Donc, comment faire? Eh bien, il y a la réminiscence, c'est-à-dire que l'âme se souvient qu'elle a contemplé dans une autre vie le bien en soi, le beau en soi et l'un en soi. Elle se rappelle. Il doit faire un chemin de purification qui s'appelle la catharsis en grec pour retrouver la contemplation de l'absolu. Voilà. Alors, pour chaque absolu, il y a une voie de purification avec une aide qui est un daimon en grec, qu'on a traduit en français par démon, mais qui veut dire autre chose. C'est un intermédiaire qui nous aide à progresser, à nous purifier pour contempler l'un en soi, le bien en soi. Alors, le beau en soi, le daimon, c'est l'amour. L'amour est le daimon. Platon lit la beauté avec l'amour. Le bien en soi, le daimon, c'est l'intelligibilité ou l'intelligence. Et l'un en soi, c'est la dialectique de la dyade. L'un et le multiple. Alors, grâce à ces daimons,
l'âme se purifie petit à petit pour arriver à l'absolu et le contempler. Hein, la réminiscence, parce que autrefois, libérée du corps, elle a contemplé ses absolus. Alors, comme Platon, sur quoi s'est fondé tout ça, hein? Sur quoi s'est fondé? Vous voyez, dire qu'on a contemplé dans une autre vie et puis que maintenant il faut faire ces voies de purification, ça se fonde sur quoi? Ben, c'est des a priori. Il n'y a pas de preuve. Alors, pour expliquer ces chemins de purification, eh bien, Platon est obligé d'utiliser des mythes. Ce sont des mythes qui vont expliquer ces voies de purification. Alors, le plus connu, c'est le mythe de la caverne qui regarde la purification du bien en soi avec la lumière, qui apporte la compréhension des choses. C'est-à-dire celui qui est dans la caverne, il est enchaîné à un mur qui est derrière lui, et il regarde le fond de la caverne. Mais derrière lui, il y a un feu qui éclaire des objets qui se promènent sur le mur, et lui, il voit les ombres. Et comme il n'a vu que ça, il croit que c'est ça la réalité. Mais en fait, c'est pas la réalité. Et puis petit à petit, il est libéré de ses chaînes, et puis il va sortir, il va voir des objets, il se rend compte que ce qu'il avait vu, qu'il croyait que c'était la réalité, c'était une illusion. Et que petit à petit, il va toucher du doigt la réalité. Vous voyez, ça c'est un mythe, hein. C'est-à-dire que c'est un exemple qui sert d'archétype, hein, de modèle, pour expliquer comment l'intelligence progresse pour découvrir de plus en plus la réalité. Voilà la manière de faire de la philosophie de Platon. Alors, le bien en soi, c'est dans la République. Hein. Je voulais expliquer, c'est par là que j'avais commencé, en vous montrant que pour Platon, l'agir pratique humain, il est d'abord politique. C'est-à-dire, c'est la vie de la cité qui va tout commander. La contemplation du bien en soi, dans la cité, le bien en soi, c'est l'ordre de la cité, donc très lié à la justice. Et du coup, pour ma vie personnelle, eh bien, c'est la vie de la cité qui va commander, c'est-à-dire ce qui est vrai dans la cité doit aussi être vrai pour moi personnellement. Aristote, face à ça, dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un bien qui n'est pas le bien de la cité. Le bien que j'ai, c'est mon épouse, c'est mes enfants. C'est pas le bien de la cité. Et je ne peux pas projeter ce qui se fait dans la cité au niveau individuel, au niveau personnel. Je ne peux pas faire ça. Donc, la première chose qu'a dit Aristote face à Platon, c'est qu'il y a un couac dans le bien, c'est-à-dire que ce système n'explique pas bien l'expérience que je fais. L'expérience que je fais, au niveau personnel, le bien personnel n'est pas le bien commun de la cité. Et le rapport que j'ai avec mon bien personnel n'est pas le même que la cité a avec le bien commun. Où là, la justice est prépondérante. Tandis que dans le bien personnel, ça ne sera pas la justice, ça sera l'amour qui sera prépondérant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la même relation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, première découverte que fait Aristote, c'est qu'il a une compréhension du bien qui est différente de celle de Platon. Et la compréhension du bien, donc je voulais donner par un mot un barbare, c'est l'analogie, hein, qui vient du grec, hein, ana et logos. À chaque fois, vous verrez logos, hein, comme dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, hein, au commencement, dans le principe était le verbe, c'est en grec logos, hein, Saint Jean écrit logos, hein, c'est-à-dire l'intelligibilité, la lumière. Et ana, c'est de bas en haut, c'est-à-dire une lumière en comparant deux choses qui sont distinctes. Alors Aristote, il dit, eh bien, le bien de commun et le bien personnel, ce n'est pas le même. C'est deux biens qu'on peut comparer, mais ils sont différents. Oui. C'est pas comme Platon le pensait, une participation. C'est-à-dire, l'intelligence que j'ai du bien est la même, mais au niveau personnel, elle est diminuée, elle est participée, elle est plus limitée. Aristote dit, non, c'est pas pareil, c'est toute autre chose. Et la comparaison ne se fait pas avec du plus et du moins.
c'est-à-dire la participation. Hein. C'est la même chose, mais en moins. Non, Aristote dit c'est autre chose. Mais alors, où se trouve le point commun, hein, si ce n'est pas une question de plus ou moins? Eh bien, deuxième découverte d'Aristote, c'est que l'analogie, elle porte sur la fin. C'est-à-dire que le bien, il finalise l'activité humaine. Toute activité humaine pratique est en vue d'un bien qui est une fin. Une fin, c'est pas seulement le terme, hein, la fin. C'est ce qui est le principe de l'agir humain. Le bien est fin, ça veut dire qu'il cause un agir humain et qui est la cause finale, la cause ultime. Par là, Aristote peut distinguer beaucoup mieux les activités pratiques de l'homme. Vous voyez, si on veut tirer une éthique de Platon, il faut se situer où? Eh bien, ici, le beau en soi, puisque c'est l'amour. Donc vous aurez un peu d'éthique ici. Vous en aurez aussi un peu ici, parce que c'est le bien. Hein, et vous en aurez aussi un peu ici. C'est diffus, c'est un peu présent partout. Pareil pour l'activité politique, qui pour Platon est le sommet de l'activité pratique humaine. Il n'y a rien au-dessus de la politique. Hein. Et on verra que Aristote est resté un petit peu disciple de Platon, parce qu'il dit que l'éthique est inférieure à la politique, elle est comprise dans la politique. Ce qui n'est pas faux. Hein, la politique, c'est une synthèse entre l'éthique et puis l'autre activité pratique de l'homme qui est de produire, de faire. Pour le bien commun, en politique, le bien commun, ben, il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre ceux qui travaillent, une certaine amitié. Donc on retrouve là un peu d'éthique, mais aussi il faut produire. Donc un peu de faire et de travail. Hein. Voilà, pour Platon, il y a un peu tout dans tout, tout est dans tout. Donc on ne distingue pas, même pas, l'activité spéculative, qui est la contemplation des absolus, et l'activité pratique. L'activité pratique devient une application de la contemplation. Ce que j'ai contemplé, d'ailleurs, il dit, le philosophe doit être roi. C'est-à-dire, seul le philosophe peut être roi. Pour conduire, le roi c'est celui qui gouverne, donc pour conduire ceux qui gouvernent à la contemplation, il faut que lui-même ait contemplé. Hein? Le philosophe doit être roi, c'est-à-dire le contemplatif, le philosophe, doit gouverner action pratique. Politique. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Ce n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas assez distinct. Vous voyez, parce que la contemplation, elle est personnelle, elle n'est pas politique. Elle est personnelle. Et celui qui gouverne, qu'il soit contemplatif, tant mieux. Voilà. Donc, première découverte d'Aristote, c'est l'analogie du bien. C'est-à-dire le bien, il est autre et autre. Il est différent, ce n'est pas une participation d'un bien, vous voyez, et il est fin. Alors, grâce à la fin, on entre dans la causalité, et la cause implique un lien nécessaire entre la cause et l'effet. Il y a toujours un lien de nécessité. Alors, si on a un lien de nécessité, on peut entrer dans la science, parce que la science implique la nécessité. Tant qu'on n'a pas découvert la causalité, on ne peut pas faire d'analyse philosophique. Le fait que le bien soit fin, c'est-à-dire qu'il motive mes actions pratiques, que ce soit dans l'ordre du travail. Dans l'ordre du travail, j'essaye de produire quelque chose, une œuvre. Et ça, cette œuvre, elle finalise mon travail. Hein, je tends vers une œuvre, faire quelque chose. Tandis que dans l'amour, eh bien, c'est un bien qui me précède. Ce n'est pas un bien que je fabrique, qui est postérieur à moi. C'est un bien qui me précède. Une personne humaine qui m'attire. Et elle finalise mon action d'amour. Je veux la rejoindre, cette personne qui m'attire. Vous voyez, la fin est toute différente, c'est l'analogie. Hein, le bien est différent, c'est autre, et bien dans la fin c'est pareil. Hein. Autre chose est la personne qui m'attire, qui suscite en moi, qu'est-ce qu'elle cause la personne qui m'attire? Elle suscite un amour, elle cause un amour en moi.
Voilà la cause finale. Il y a un lien de nécessité entre la personne qui m'attire, le bien, et puis ce qu'elle produit en moi. Et pareil, dans l'activité artistique, ou le travail, je dois produire une œuvre, ben je la pense d'abord. Et tout le processus pour aboutir à l'œuvre achevée, c'est ça qui va mobiliser mon agir pratique. Vous voyez comment ces deux biens, qui est celui que je produis ou celui qui m'est antérieur, finalisent toutes les deux mes activités, mais de façon très différente. Donc, grâce à la découverte de l'analogie, je peux distinguer l'activité du travail de l'activité de l'amour. Si je ne fais pas ça, je mélange tout. Alors je vais croire, je vais me marier pour transformer l'autre. Il me plaît, mais je voudrais qu'il change. Il n'est pas chrétien, je voudrais qu'il soit chrétien. Alors en l'épousant, moi qui suis chrétien, eh ben, il va me suivre et puis il va se convertir. Vous voyez, ça c'est mélangé. On veut transformer l'autre à notre goût. Ça, c'est pas du tout mettre la personne humaine comme principe. C'est vouloir la modifier. La matière que je travaille dans le travail, je lui impose une forme. Je lui impose quelque chose. Alors que la personne qui m'attire, je lui impose rien, je suis relatif. Je suis second. Puisqu'elle m'attire, je suis relatif. Dans l'œuvre, je domine. Oui, les actions sont très diverses. Quand je suis dans l'activité éthique, l'amour, une personne m'attire, je suis relatif à elle. Je suis second par rapport à elle, qui est le principe de mon agir. Et donc je la respecte. Tandis que quand je travaille, j'impose à la matière quelque chose, une forme. Je la transforme. Je la domine. Je la mets selon l'idée que j'ai du produit que je veux obtenir. Mais la matière, parfois, elle est capricieuse, parfois elle a ses défauts, parfois elle casse, parfois, etc. Donc c'est pas toujours que j'arrive à faire ce que je veux. Mais l'idée est celle-là. Alors, grâce au fait d'entrer dans une intelligence du bien qui est nouvelle, c'est pas seulement l'analogie, c'est aussi la cause finale. Eh bien, je peux entrer dans la science parce qu'il y a un lien de nécessité entre la cause et les faits. Et puis, surtout, je peux ordonner les biens. La fin me permet de mettre un ordre entre les biens. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a des biens qui sont voulus pour un autre bien et des biens qui sont voulus pour eux-mêmes. Alors, pour ça, Aristote se sert de l'analogie du travail. Il y a une analogie entre les deux activités pratiques, celle de l'amour et celle du travail. Pourquoi je peux faire cette analogie? Parce que tous les deux ont le même principe, qui est un bien qui finalise. Donc je peux me servir de l'analogie du travail pour parler d'une autre activité pratique qui est plus difficile à comprendre. Vous voyez, le travail, c'est une activité que tout le monde fait. Tout le monde a bricolé, tout le monde fait quelque chose. C'est tellement connaturel à notre personne humaine que c'est plus facile à analyser. Et puis, ça fait plus appel à l'intelligence, donc il y a plus de lumière. Tandis que l'amour, l'intelligence est bien sûr présente, mais elle ne domine pas. C'est l'amour qui domine. Et donc, c'est plus difficile à analyser. Vous voyez? Tandis que le travail, alors là, oui, je peux analyser. Donc, on sert de quelque chose que je connais mieux pour découvrir quelque chose que je connais moins bien. Alors, dans le travail, je découvre qu'il y a un ordre entre les biens. Et prends l'exemple de l'architecte. L'architecte, il vise un bien qui est la construction d'une maison. Et pour cela, il a besoin du maçon, il a besoin du charpentier, il a besoin de tout un ensemble de corps de métier qui chacun ont leur bien. Le charpentier, son bien qui motive son action, ce n'est pas la maison, c'est le toit. Le maçon, ce qui motive son action, ce n'est pas la maison, c'est les murs. Et les formes des murs, l'agencement des pierres, etc. C'est l'architecte seul qui est architecte. Je vous avais dit la dernière fois en grec, c'est arché, qui veut dire principe, et techné, la technique. Celui qui est le principe de toutes les techniques, c'est l'architecte, il connaît tout. Et lui, il a en vue le produit fini.
Tandis que les autres, ils ont en vue une partie du produit. Et c'est l'architecte qui doit agencer tout ça pour le produit fini. Donc, grâce à cette analogie du travail, Aristote dit, eh bien, au niveau de l'amour, il y a quelque chose de semblable, c'est-à-dire il y a un ordre entre les biens. Il y a des biens que je désire pour eux-mêmes, une personne humaine, par exemple, qui m'attire. Voilà, c'est un bien que je ne peux pas désirer en vue d'un autre bien. C'est un bien absolu. Je ne veux pas dire, j'aime une personne qui m'attire, mais en vue d'aimer une autre personne. Non. C'est un absolu. Mais pour aimer cette personne, il faut que je prenne des moyens pour la rejoindre. Des moyens pour partager un petit peu. Des activités pour la connaître. Et pour discerner si c'est vraiment mon bien ou pas. Donc il y a des moyens. Et ces moyens sont des biens aussi, mais en vue d'un autre bien. Il y a un ordre entre les biens. Alors, dans l'activité de travail, c'est très facile à voir. Dans l'amour, c'est un peu plus difficile. Donc, je peux dire quand même que grâce au bien qui est fin, je peux mettre un ordre entre les biens. Il y a des biens qui sont subalternés à d'autres, et puis il y en a d'autres qui sont plus absolus. Voilà. Qui ne sont pas voulus pour autre chose. Alors, ici, je n'avais pas dit la dernière fois, mais en relisant Aristote, je l'ai retrouvé. À ce point de vue-là, Aristote fait un petit raisonnement critique, c'est-à-dire un raisonnement qui regarde la connaissance, pas tellement la réalité, mais la connaissance. Et il dit, mais alors, si les biens sont ordonnés les uns aux autres, je ne peux pas remonter à l'infini. Parce que si je remonte à l'infini, alors du coup, il n'y a plus de motivation. Parce que ce bien, il ne sera jamais absolu, celui que j'ai. Et je serai toujours en recherche d'un autre bien, et ceci sans fin. Si je peux remonter à l'infini dans l'ordre des biens, eh bien, je vais toujours, dans mon activité pratique humaine, courir derrière quelque chose que je n'atteindrai jamais. Donc, mon activité humaine est vaine s'il ne correspond pas à la réalité. Même en dehors du travail, je parle que dans l'ordre de l'amour. Vous voyez, dans l'ordre de l'amour, eh bien, j'atteins ma fin. Pas toujours, mais il y a des gens qui arrivent. Donc, c'est pas vrai qu'on peut remonter à l'infini. Et dans la métaphysique, Aristote reprend le même raisonnement, mais il dit, si je peux remonter à l'infini, ça rend le désir vain. Le désir devient vain. Il est inutile, parce que je ne pourrai jamais être satisfait. Donc j'ai un désir qui ne me sert à rien, sauf à me conduire au désespoir, parce que je n'arriverai jamais à atteindre mon bien, puisque je peux toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Je ne serai jamais satisfait. Oui, quelque part, au point de vue chrétien, on pense au bon Dieu. Et quelque part, c'est pas tout à fait faux. Dieu est un bien infini. Et tant que je suis sur la terre, ben je progresse, et je n'atteindrai jamais ce bien qu'au ciel, où là, je l'atteindrai, je pourrai être uni à ce bien que j'aime. Vous voyez? Mais tant que je suis sur la terre, ben je suis en chemin. Alors ça ne rend pas le désir vain, parce que dans la foi, on sait qu'un jour, on l'atteindra. Quatrième moment, donc, analogie du bien, face à Platon, le bien est fin. Voilà, j'ai une causalité, je peux entrer dans l'analyse, je ne peux pas remonter à l'infini, donc il doit y avoir un premier bien. Mais ce raisonnement critique, qui touche la connaissance de l'activité pratique, elle ne me prouve pas que ce premier bien existe. D'une part, et d'autre part, elle ne me dit rien sur sa nature. C'est-à-dire, quel est ce premier bien? Vous comprenez? Aristote veut savoir si ce premier bien existe, et quelle est sa nature, qu'est-ce qu'il est. Et il dit, si ce premier bien existe, c'est sûrement le bonheur, parce que le bonheur, on ne le recherche pas en vue d'autre chose. Une fois qu'on est heureux, on est satisfait. Et c'est un bien qui est voulu pour lui-même. Donc, s'il y a un bien ultime, c'est le bonheur, certainement. Vous voyez? Et là, il fait une petite réflexion encore, et il dit, à la différence de l'activité pratique du travail, où la joie du travailleur est dans le produit qu'il fait, le bien, c'est l'œuvre, dans l'activité pratique de l'amour,
je suis attiré vers un autre, le bien c'est l'autre, mais le bonheur il est en moi. Il est dans l'activité. Tandis que le travail, le bien, il n'est pas dans l'activité, il est dans ce que je produis. Vous voyez, ça c'est important. Hein, de bien comprendre la différence qu'il y a entre le travail et l'amour, de ce point de vue-là. La satisfaction dans le travail, le bonheur de l'artiste, c'est dans le produit qu'il a fait. Tandis que dans l'amour, la satisfaction et le bonheur est dans l'activité. C'est-à-dire le bonheur, il est en moi. Dernier moment... Mais dans le travail aussi, il y a l'œuvre finie, Oui. mais il y a quand même de la joie. Oui, il y a dans la le joie. travail. Oui, il y a quelque chose qui est en moi aussi, c'est sûr, hein, mais qui dépend entièrement de ce que je fais. Voyez, tandis que dans l'amour, ce bien, il préexiste, et le bonheur, réellement, il est en moi, il est plaigné, parce que je suis uni à la personne que j'aime. Hein. Tandis que dans le travail, ce bien, il faut que je le fasse. Et tant que je ne l'ai pas fait, eh ben, je n'ai pas de satisfaction. Disons qu'on ne peut pas parler de bonheur dans le travail. Il y a une satisfaction. Mais ça ne me comble pas. Parce qu'il faudra que je fasse d'autres activités, puis d'autres activités, etc. Je ne pourrai jamais être satisfait. Complètement. Parce que le bien, dans le travail, c'est quelque chose qui est inférieur à moi. Je le produis. C'est moi qui suis la cause du bien que je fais. Donc il ne peut pas me satisfaire parce qu'il est inférieur à moi. Dans l'amour, je suis attiré vers un bien, et le fait d'être attiré, de désirer, ça veut dire qu'il y a un manque chez moi. Si j'avais ce bien, je ne le désirais pas. Le fait que je suis en appétit, en désir, ça veut dire que c'est un bien qui me manque. Et donc, si je suis uni à ce bien, eh bien, je m'achève. Et c'est ça le bonheur. Il y a un achèvement, ce que j'avais commencé à vous dire la dernière fois. Hein. Vous rappelez que dans l'ordre de l'amour, c'est très différent du travail, parce que l'œuvre que je produis, elle est inférieure à moi, puisque je la produis, elle ne peut pas me satisfaire, puisqu'elle est inférieure à moi. Dans l'amour, je suis vers un bien que je désire. Et donc, il me manque. Hein, on le dit, à une personne qu'on aime, tu me manques. Hein, ça veut dire que sa présence m'apporte quelque chose, comme si j'étais inachevé. Oui, elle m'apporte quelque chose. Alors, puisque la fin achève, Aristote va pouvoir découvrir quelle est la nature du bonheur. C'est ce qu'on avait fait, mais auparavant, il faut montrer qu'il y a possibilité pour l'homme d'être heureux. C'est-à-dire qu'il y a un bien capable de le rendre heureux. Alors ça, un bien existant. Hein, pas seulement le raisonnement qui dit je ne peux pas monter à l'infini, donc il doit y avoir un premier bien qui existe. Ça, c'est un raisonnement qui ne me prouve pas que ce premier bien il existe. Hein. Il y a un autre raisonnement qui permet à Aristote de dire avec certitude il y a un bien qui me porte le bonheur. Ça s'appelle l'induction. Hein. Un raisonnement particulier en philosophie où on recherche un principe. Et le principe de l'activité pratique, c'est le bien fin ultime. Le bien dernier qui motive tout. Alors comment se fait cette induction? C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, on reprendrait l'induction. Hein. Eh bien, il faut revenir à l'expérience. L'expérience, c'est que quand je vis, je suis motivé par plein de choses, puisque j'ai plein d'activités. Donc je suis motivé par plein de choses. J'en prends deux. Deux activités qui sont extrêmes. Je cherche la vérité. Cherche la vérité motivant. Pourquoi? Parce que quand je la découvre, elle m'éclaire. Et donc pour ma vie, c'est bénéfique d'être éclairé, hein, parce que j'ai une intelligence et je demande de cheminer dans la lumière. Et si je découvre la vérité et je suis éclairé, c'est mon bien. Donc je suis motivé pour chercher la vérité. Et puis,
j'ai besoin de dormir la nuit, de me reposer. C'est aussi un bien. Alors, regardez, les deux biens différents. Chercher la vérité, qui est complètement spirituelle, et puis dormir, qui est le bien du corps. Ce sont deux biens qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Complètement différents. L'un est complètement spirituel, l'autre est complètement matériel. Comment se fait-il que ces deux biens, qui sont irréductibles l'un à l'autre, je ne peux pas passer de l'un à l'autre dans ma vie, oui, je passe de l'un à l'autre, mais au point de vue de la compréhension du bien, ce sont deux biens irréductibles. Dormir et chercher la vérité, c'est des contraires. Quand je cherche la vérité, je suis éveillé, je ne dors pas. Quand je dors, je ne peux pas chercher la vérité. Donc c'est irréductible, c'est contraire. Comment se fait-il que ces deux soient unis? Ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un, pourquoi? Ils sont unis comment? Ils sont unis parce que c'est le bien de ma personne. C'est mon bien. Tous les deux font partie du même bien, qui est le bien de la personne. Donc, il doit y avoir quelque chose qui est au-delà de ces deux biens et qui motive ces deux biens, qui fait que ces deux biens sont motivants pour moi. Il doit y avoir un bien qui fait l'unité de cette diversité. Vous voyez, dormir et chercher la vérité, ça ne peut pas être uni, puisqu'ils sont contradictoires. Quand je cherche la vérité, je suis éveillé, quand je dors, je ne cherche pas la vérité. C'est deux biens contraires. Donc je ne veux pas les unir. Et pourtant, je constate que c'est le bien de ma personne. Donc il y a nécessairement une cause qui fait l'unité des deux, et qui les dépasse tous les deux, pour les unir. Eh bien, ce bien est une fin qui est recherchée dans ma vie, qui est mon bien personnel, le bien du tout, de la personne. Vous voyez, il y a un bien ultime, dernier, qui est capable d'assumer ces deux biens qui sont contradictoires, les unir dans le bien de ma personne. Et je peux multiplier les exemples. Je regarde toutes les activités de ma vie, aujourd'hui, je vois que tous, ils me motivent de façon différente, et pourtant, ils sont tous unis dans le bien de ma personne. Donc, il y a un bien qui est dernier, et qui motive, qui font que tous ces petits biens partiels me motivent dans mon agir. Eh bien, c'est ça, et là, je ne suis plus au niveau critique. Au niveau critique, c'est-à-dire de la compréhension, je ne peux pas remonter à l'infini. Je suis au niveau de la cause, donc existentielle. La cause, c'est une chose qui existe. Sinon, elle ne peut pas causer un effet. Vous voyez? Si je n'ai pas une personne qui m'attire, ça ne suscitera jamais en moi l'amour. Vous voyez? Donc là, je suis au niveau existentiel dans ce raisonnement. Je ne suis plus au niveau, si on ne peut pas, vous voyez, hypothétique. Je ne peux pas remonter à l'infini, parce que si je remonte à l'infini, alors il n'y a plus de motivation. C'est tentant, parce que les Français, on est tous, depuis Descartes, on est tous dans notre tête. Et on croit qu'avec ce principe de non-régressus, on a montré qu'il y avait un premier bien, ultime. Non, ça ne montre rien du tout. Ça montre que mon agir n'est pas intelligible s'il n'y a pas un premier. Mais l'intelligible, ce n'est pas ce qui existe. C'est dans ma tête, l'intelligible. C'est pas autre chose. Quand je dis je ne peux pas remonter à l'infini, sinon je ne comprends rien, mais c'est moi, c'est la compréhension, c'est l'intelligence que j'ai. Vous voyez, ça ne prouve pas que ce premier il existe. Tandis qu'avec la cause, on est au niveau existentiel, des réalités qui existent. Et là, je regarde comment sont liés ces deux biens. Ils sont irréductibles l'un à l'autre, chercher la vérité, dormir. Mais ils sont liés par la cause finale. C'est-à-dire, je dois dormir pour chercher la vérité. Si je cherche la vérité sans dormir, à un moment donné, je ne pourrai plus chercher la vérité. Donc, il y a un lien de causalité finale. Il y en a un qui est relatif à l'autre. Et donc, il y en a celui qui assume tous les deux, eh bien, il est la fin des deux autres. Alors, ça ne me dit pas ce que c'est. J'en sais rien. Mais il existe. Certainement. Il existe. Oui, parce que dans ma vie, je suis dans le concret et dans l'existentiel. Donc, si je suis motivé pour certaines actions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ça veut dire qu'il y en a une autre qui est inconsciente. Inconsciente, mais qui existe réellement et qui me motive. Ça ne prouve pas que j'ai compris ce que c'était que ce premier bien.
C'est inconscient. Et je le recherche dans tout ce que je fais. Alors il y a des biens intermédiaires. Vous voyez, quand je recherche la vérité, ben déjà c'est un bien qui est presque ultime, ça. Hein, qui est presque ultime, parce que quand j'ai recherché la vérité, j'ai une satisfaction et une joie de découvrir la vérité qui est autre chose que celle de l'amour. Mais après, je vais chercher encore la vérité, encore plus loin, encore plus loin. Est-ce qu'il y a un terme? Alors ça ne relève plus de l'éthique. Ça relève d'une autre partie de la philosophie, et qu'on avait déjà découvert la dernière fois, un petit peu, enfin, j'en ai déjà parlé. Hein. On va y revenir. Alors, première chose, analogie du bien face à Platon. Deuxième chose, le bien est fin. Donc je peux ordonner les biens, mettre un ordre entre les biens. Troisième chose, non regressus à l'infini, c'est utile parce que ça m'oblige à poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un bien premier qui motive tout? Quatrième, l'induction du bien. C'est-à-dire, oui, ce bien premier, il existe. Cinquième, découvert, je cherche quelle est la nature de ce bien premier qui existe. Alors, pour cela, je me sers du fait que ce bien ultime, il est fin. C'est-à-dire qu'il achève quelque chose en moi. Là, on est vraiment dans l'activité pratique humaine de l'amour. Hein. On n'est plus dans le travail, hein, puisque le bien que je produis ne m'achève pas. C'est moi qui achève le bien que je produis, hein, mais lui, il ne m'achève pas, parce que il est moins que moi. Il ne peut pas m'achever. Pour m'achever, il faut que j'ai quelque chose de plus que moi, hein, qui m'apporte quelque chose. Alors, grâce à l'analogie du bien, on distingue bien les deux activités du travail et de l'amour. Grâce à la fin, le bien est fin, je peux faire une analyse de l'activité de l'amour, et grâce à la cause finale ultime, alors j'ai un principe qui me permet de faire l'analyse jusqu'au bout. Et je cherche quelle est la nature, hein, c'est toute l'éthique d'Aristote, quel est le bonheur, qui est la fin ultime, parce que c'est le bien qui n'est pas recherché en vue d'un autre. Quel est le bonheur que je cherche à travers tout ce que je fais? C'est pas conscient, mais je cherche le bonheur. Tous désirent le bonheur, tous. Maintenant, ce qu'est le bonheur, pour chacun c'est différent. Pour les uns, c'est la gloire, l'honneur. Pour d'autres, c'est le plaisir. Pour d'autres, c'est la contemplation. Pour d'autres, c'est l'amour, l'amitié. Et Aristote se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la nature? Est-ce que c'est vrai que chacun a sa conception du bonheur, ou étant donné que la nature humaine est la même pour tout le monde, il y a un bonheur unique pour tout le monde? Alors, grâce à cette notion de bien ultime qui est une fin, qui m'achève, Aristote peut montrer qu'il y a un bonheur qui est commun pour tout le monde. Puisque la nature humaine, elle est la même pour tout le monde, eh bien, l'achèvement de cette nature humaine sera le même pour tout le monde. Alors, comment faire? Eh bien, il dit, l'achèvement d'une réalité naturelle, comme nous sommes, elle est dans l'opération. J'ai une capacité de voir, et tant que je n'ouvre pas les yeux, eh bien, il me manque quelque chose. Quand j'ouvre les yeux, je vois. Hein? Du point de vue de la vision, je suis plus parfait quand je vois que quand je ne vois pas. Et je peux faire le même raisonnement de toutes mes capacités. Mes capacités sont en vue de quelque chose qui est une opération, et quand l'opération est en acte, eh bien, ça m'achève, ça m'apporte quelque chose. Alors, puisque la fin achève, et que le bonheur est un bien ultime qui m'achève complètement, je vais rechercher dans l'homme, dans la nature humaine, quelle est l'activité qui peut l'achever. Ça sera certainement une activité qui sera spécifique à l'homme. Or, l'activité spécifique à l'homme, c'est une activité de l'esprit, de l'âme. Mais pas n'importe quelle activité de l'âme. Une activité de l'âme qui soit la plus parfaite possible. Qui soit la plus parfaite possible et la plus élevée possible.
Donc une activité de l'homme, de l'esprit, mais qui soit parfaite. Et ça, c'est le rôle de l'habitus, de la vertu, ou le rôle des habitus contemplatifs, c'est-à-dire sagesse, intelligence et science. Vous avez deux types d'habitus, les habitus spéculatifs qui perfectionnent la recherche de la vérité, qui est l'activité la plus élevée pour l'homme, qui sont perfectionnés par trois habitus, intelligence, science et sagesse. Et puis, ce qui perfectionne les puissances de l'âme dans l'activité pratique, c'est les vertus morales. Un acte de vertu morale est plus parfait qu'un acte, le même acte, mais sans la vertu morale. Donc, si je veux atteindre le bien qui me dépasse, j'ai besoin d'une activité qui m'achève dans ce que j'ai de plus élevé. Ça me fera atteindre le bonheur, et donc une activité parfaite. Et Aristote conclut, c'est la contemplation. La contemplation me permet d'avoir une activité la plus élevée possible, perfectionnée par l'habitus le plus élevé, qui est celui de la sagesse. Et un acte d'intelligence contemplative perfectionné par la sagesse, c'est contempler Dieu. Vous voyez ? Donc, cette activité pratique, non spéculative ici, spéculative de l'homme, peut lui apporter le bonheur parce que c'est dans l'acte de contemplation de Dieu qu'il va être heureux. Vous vous rappelez, le bonheur, il est dans l'homme. Et donc c'est l'acte de la sagesse directement qui rend l'homme heureux. Ceci est vrai donc pour les activités de l'âme spéculative. Mais l'âme a aussi des activités pratiques. Et Aristote dit, il y a deux bonheurs. Il y a le bonheur de l'âme spéculative et il y a le bonheur de l'âme pratique. Les activités pratiques. Alors là, il y a une petite difficulté. Parce qu'il dit, les vertus qui perfectionnent les actes de la vie pratique de l'homme, c'est en premier lieu la prudence. La prudence est la vertu majeure qui commande toutes les autres. La prudence, c'est quoi? C'est l'influence de l'intelligence qui va discerner quel est l'acte juste. Si je fais un acte en excès, il n'est pas bon. Si je fais un acte qui manque, il n'est pas bon non plus. Il faut que je fasse un acte qui suit une règle droite, l'orthos logos en grec. Et ça, c'est l'intelligence qui le détermine à travers l'expérience. On peut prendre des exemples très simples, la nourriture par exemple. Si je mange trop en excès, c'est pas mon bien. Je vais dormir toute l'après-midi parce que digérer c'est pesant. Et si je mange pas, je suis pas bien non plus. Donc il faut que je trouve, et pour chacun c'est différent, la prudence elle est différente pour chacun, parce que nous avons des constitutions différentes. Donc il faut que je trouve, avec l'intelligence, je tâtonne jusqu'à trouver quel est le bon milieu, le juste milieu, l'orthos logos. Ça c'est la prudence. Vous voyez ? Donc la prudence, elle commande à toutes les vertus. S'il n'y a pas la prudence, il n'y a aucune vertu. Donc c'est la vertu majeure de l'activité pratique. Est-ce que je peux dire qu'en faisant un acte de prudence, je suis heureux? Non. Ce n'est pas la prudence qui me rend heureux. Et donc, aucune vertu morale ne me rend heureux. Mais elles sont nécessaires. On a vu, ce sont des activités pratiques perfectionnées par des dispositions qui rendent mes actes parfaits. Un acte prudent, il est parfait parce qu'il me permet d'atteindre la fin. Un acte de tempérance, il est parfait parce qu'il me permet de vivre bien. Donc, les vertus sont nécessaires, mais ce n'est pas ça qui me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? Eh bien, la personne que j'aime, c'est elle qui me rend heureux. Et donc, je ne peux pas dire que dans les activités pratiques, c'est les activités qui sont perfectionnées, les actes de vertu qui me rendent heureux. Mais ces actes de vertu sont nécessaires.
c'est l'amour qui me rend heureux. Et l'amour est au-delà de la vertu. Pourquoi? Parce que la vertu, elle est ordonnée, la prudence en particulier, elle est ordonnée aux autres vertus. Elle est ordonnée à susciter les autres vertus, tempérance, force, justice, etc. Donc elles sont nécessaires, mais un acte de prudence ne me rend pas heureux. Quand j'aime une personne et que je fais un acte prudent, que je fais un acte juste, tempérant et fort, je rejoins ma fin, parce que c'est un acte parfait. Il me permet d'atteindre, et là je suis heureux. Quand j'atteins ma fin, je suis heureux. Quand je suis uni à la personne que j'aime, je suis heureux. Vous voyez bien, ça colle bien avec l'expérience. Quand je fais des actes par rapport à la personne que j'aime qui ne sont pas justes, par exemple, je ne la respecte pas, ça ne peut pas m'en heureux, parce que ça brise l'amour. Vous voyez, l'amour est au-dessus. J'ai besoin des actes vertueux pour aimer bien. Si je ne suis pas vertueux, je n'aimerai pas dans la lumière et ça ne me rendra pas heureux. Il y a beaucoup de divorces qui viennent de là, parce que j'ai un esprit un petit peu trop artistique ou trop emporté par les passions qui m'empêchent d'aimer la personne de façon juste et de façon droite. Mais l'amour est au-delà. C'est ça qui me rend heureux. Et pour aimer bien, il faut que je sois vertueux. Si je ne suis pas vertueux, je ne peux pas aimer bien. Donc il y a deux types de finalités. Il y a la finalité spéculative, et Aristote dit cette finalité de contemplation, elle dépasse l'éthique. Ce n'est plus d'ordre éthique. Pourquoi? Parce que l'habitus de sagesse, il va atteindre une réalité première, au-delà de tout transcendant, que les traditions religieuses appellent Dieu, mais il faut montrer que Dieu existe. Le philosophe, il n'a pas la foi pour le moment. Il recherche la vérité. Et ça n'appartient pas à l'éthique. L'objet qui peut me rendre heureux au niveau de mon activité spéculative, elle est éthique en tant que c'est un acte humain, mais elle n'est plus éthique en tant que ce que je contemple ne relève pas d'éthique, mais relève d'une autre science philosophique qu'on appelle la métaphysique. Seule cette partie de la philosophie qui regarde la personne humaine que j'expérimente, elle me rappelait toujours, la philosophie part de l'expérience. La réalité la plus parfaite que j'expérimente dans cet univers, c'est la personne humaine. On ne parle pas des anges, parce que les anges, c'est la foi. Le philosophe, il regarde simplement l'expérience. Donc, la réalité la plus parfaite que je connais, c'est la personne humaine. Mais, cette réalité parfaite que je connais, elle n'est pas l'absolu. Pourquoi? Parce qu'on est plusieurs. On est plusieurs. Et donc, ça peut pas être, chacun de nous ne peut pas être la réalité la plus parfaite. Parce que l'autre, il a une perfection que je n'ai pas. On a tous des perfections que les autres. Donc, même si on est la réalité la plus parfaite qu'on expérimente, chacun d'entre nous, on n'est pas l'absolu. Donc, je dois poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une réalité qui existe au-delà de la personne humaine qui serait la plus parfaite? Ça ne prouve pas qu'elle existe, mais je dois me poser la question. Et qu'est-ce qui pourrait me permettre de l'atteindre, cette réalité absolue, première, parfaite? Eh bien, ce qui en moi est au-delà du devenir, parce que le devenir, c'est la marque de l'imperfection. Pourquoi je deviens? Pour atteindre une fin. Ça veut dire que cette fin, je ne l'ai pas. Je suis en devenir pour l'atteindre. Je vis, j'ai des activités pour rejoindre ma fin, qui m'achèvent. Et donc, tout ce qui est devenir en moi, ça ne me permettra sûrement pas d'atteindre la réalité parfaite. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui est au-delà du devenir? Oui, c'est que j'existe. Je suis un être. Et mon être, il n'est pas dans le devenir. Il est. Il est. Il n'a pas toujours été, mais il est. Vous voyez, que vous ayez 2 ans, 20 ans, 60 ans, vous êtes toujours la même personne humaine. Vous avez évolué, il y a eu un devenir, mais votre être, il est toujours le même. C'est votre personne. Donc c'est à partir de ce regard sur l'homme, en tant qu'il est, qui s'appelle la métaphysique, que je peux rejoindre l'absolu. Mais je ne peux pas le faire à partir du devenir, puisque c'est la marque de l'imperfection. Et certainement, la réalité absolue, elle est parfaite. Donc elle ne peut pas être dans le devenir. D'accord? Bon, alors, la première béatitude de l'homme
qui est, au plan philosophique, hein, qui est la contemplation de Dieu. Cette contemplation de Dieu, elle est spéculative, donc c'est un acte de sagesse. Et le bonheur est dans l'acte de sagesse. Tandis que la deuxième béatitude de l'homme au niveau pratique, c'est l'amour d'une personne qui présuppose les actes vertueux, mais voyez, là ici, les habitus spéculatifs pour la contemplation de l'être premier et les habitus pratiques, les vertus, pour aimer une personne, n'ont pas la même place. C'est-à-dire que le bonheur au plan spéculatif, il est dans l'acte de sagesse. Tandis que le bonheur dans l'amour d'amitié n'est pas dans l'acte de la prudence, qui est la vertu morale la plus élevée. Alors, ce n'est pas tout à fait la vertu morale la plus élevée. Hein. La dernière fois, on avait dit, hein, la noblesse des vertus, celle-là, elle est royale, la prudence, hein, parce qu'elle commande toutes les autres vertus. Mais ce n'est pas la plus élevée. La plus élevée, c'est la justice. Pourquoi? Parce que la justice regarde le bien. Elle est finalisée par le bien qui m'attire, la personne humaine. Être juste par rapport à une personne humaine, c'est se comporter dans une relation ajustée à la personne que j'aime. Et elle est dans la volonté, qui est une faculté supérieure à l'intelligence. Donc c'est plutôt dans l'acte de justice que je devrais découvrir le bonheur. Eh bien non, parce que l'acte de justice me fait atteindre la personne humaine selon un aspect, qui est l'aspect de ses droits. Elle a droit à une autonomie, elle a droit, et je ne peux pas mettre la main dessus. Vous voyez? Tandis que l'amour me fait atteindre la personne entièrement, dans tout ce qu'elle est. Ce n'est pas un aspect de la personne, hein, de ses droits, c'est la personne dans tout ce qu'elle est. Donc l'amour est supérieur à la justice. Il n'y a rien à faire, aucun acte vertueux ne peut m'apporter le bonheur. Ni la prudence qui commande toutes les vertus, ni la justice qui est la plus élevée, c'est l'amour, seul qui peut me rendre heureux. Oui, c'est différent. Alors, l'éthique, l'amour d'amitié, le bonheur pratique de l'activité pratique de l'homme, là, elle est entièrement dans l'éthique. Hein, je peux faire l'analyse dans l'éthique, c'est-à-dire dans cette partie de la philosophie. La philosophie s'intéresse à l'homme et cherche à comprendre qui est l'homme, qu'est-ce que c'est que la personne humaine. Et dans l'éthique, je la découvre à partir de ses activités pratiques. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hein? Donc, dans les activités pratiques, je peux découvrir quelque chose, pas tout, mais quelque chose de la personne humaine. Alors, ici, l'activité pratique et l'activité d'amour, d'amitié, elle est entièrement à l'intérieur de l'éthique, alors que la contemplation, elle est au-delà de l'éthique. Elle fait un peu partie de l'éthique en tant qu'activité humaine, mais elle est au-delà, parce que l'objet contemplé ne relève plus de l'éthique. Alors, l'amour d'amitié va permettre de faire le pont entre l'éthique et la politique. Parce que la concorde entre les hommes est nécessaire pour coopérer au bien commun. Mais encore une fois, comme c'est le bien fin qui commande l'activité pratique humaine, et que le bien de la politique et le bien personnel n'est pas le même, il y aura deux analyses différentes. L'analyse philosophique politique et l'analyse philosophique de l'amour d'amitié. Deux différents parce que les biens sont différents. Bien commun, bien personnel. Et puis une autre analyse qui est un autre bien, celui que je produis, qui est extérieur à moi. Ça sera l'analyse philosophique de l'art, du travail. Hein? Ces trois biens commandent trois analyses philosophiques. Et puis on pourrait rajouter le quatrième bien, quand on aura découvert son existence, l'être premier, Dieu. Hein? Il y a quatre biens, la personne humaine, le bien commun, le bien que je produis et le bien transcendant premier. Donc il y a quatre activités humaines qui commandent quatre parties de la philosophie. Le bien commun, philosophie politique, le bien que j'aime, philosophie éthique, le bien que je produis, philosophie artistique, et le bien qui est l'être premier, alors un peu éthique, un peu métaphysique.
Voilà. Alors, la partie suivante, hein, c'est-à-dire une fois qu'on a bien compris tout ça, qu'on a fait l'induction du bien, hein, c'est-à-dire pas seulement au niveau intelligible, mais qu'on a découvert que nécessairement il y avait une cause première qui motive toutes mes activités dans ma vie, parce que c'est mon bien personnel. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, puisque le bonheur est une activité de l'âme qui possède la raison, mais parfaite, perfectionnée par des habitus, par des vertus, alors je vais m'intéresser, maintenant on va quitter l'aspect contemplatif, hein, qui dépasse l'éthique, pour s'attacher au bonheur de l'homme dans l'amour, hein, parce que ça relève vraiment de l'éthique. Hein. Donc, vous voyez bien que, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher ce que c'est qu'une vertu. Hein, puisque le bonheur est dans l'activité humaine la plus élevée, qui est celle de l'amour, mais perfectionnée par les vertus morales, donc je vais chercher tout naturellement pour essayer de préciser le plus possible le bonheur. Et vous voyez, Aristote quand même, il faut le faire, hein, mais il découvre qu'il y a un bonheur unique pour tout le monde, qui n'est pas dans la richesse, dans l'honneur, dans la gloire, dans le plaisir. Parce que ça n'achève pas l'homme, tout simplement. Alors il se pose la question après, il se dit, mais quelle est la place des biens extérieurs? Quelle est la place du plaisir et de la joie? Est-ce qu'ils sont à écarter? Il dit non, non. Mais ils n'ont pas la première place. Et il dit, le plaisir et la joie appartiennent au bonheur. Quand on est dans le bonheur, on est dans la joie et dans le plaisir. Pourquoi? Parce que l'activité vertueuse, elle est délectable. Et donc, si je fais une activité de l'âme perfectionnée par les vertus, eh bien, je serai heureux et joyeux. Donc, la délectabilité, la joie fait partie du bonheur, mais ce n'est pas un principe. Les biens extérieurs, eh bien, Aristote dit, ils sont aussi nécessaires. Les biens extérieurs doivent être présents parce que je ne peux pas prétendre être heureux si je manque de tout. Donc, un minimum de bien-être, mais ce n'est pas le principe du bonheur. Vous voyez, il faut bien distinguer, et il y en a qui font des confusions. Il y en a qui disent, quand j'ai un maximum d'argent, je peux faire tout ce que je veux, je serai heureux. Mais non, parce que ce n'est pas des activités, faire tout ce que je veux. Quelles sont ces activités qui vont me rendre heureux? Je vais m'acheter un bateau, je vais m'acheter un avion, un jet, je vais m'acheter ça. Ça me rend heureux, ça? D'utiliser ces moyens-là, ça ne me dépasse pas. C'est toujours à taille humaine. Je fais de l'avion c'est un produit humain, ça ne m'achèvera pas. Ça me donnera des expériences nouvelles, des sensations nouvelles, mais ça ne peut pas m'apporter le bonheur parce que ça n'achève pas l'activité de l'âme. Voyez? Alors il dit, quelle est la place, et puis je vais m'arrêter ici, la place des biens extérieurs. Alors je vais vous lire un passage, c'est toujours dans le premier livre, hein, au chapitre 9. Voici ce qu'il dit. Cependant, c'est 1099 à 31 B2. Cependant, il apparaît nettement qu'on doit faire aussi entrer en ligne de compte les biens extérieurs, ainsi que nous l'avons dit, car il est impossible, ou du moins malaisé, d'accomplir les bonnes actions quand on est dépourvu de ressources pour y faire face. En effet, dans un grand nombre de nos actions, nous faisons intervenir à titre d'instrument la richesse ou l'influence politique. Et d'autre part, l'absence de certains avantages gâte la félicité. C'est le cas par exemple pour la noblesse de race, une heureuse progéniture, la beauté physique. Hein? Évidemment, si je suis tout déformé dans mon corps, ça va être difficile d'être heureux, mais ce n'est pas impossible. Grâce à l'autre béatitude, celle de la contemplation de Dieu. Même si je suis déformé physiquement, là je peux. Mais pour l'amour d'amitié, ce sera plus difficile. Hein? Vous voyez, donc les biens extérieurs, ce n'est pas un principe, mais ils rentrent. C'est-à-dire que quand Aristote avait fait au point de départ l'enquête en disant « Tout le monde désire le bonheur », ça tout le monde est unanime. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Il y a des divergences. Eh bien, Aristote, ayant découvert qu'il y a une béatitude unique pour tout le monde, soit spéculative, soit pratique,
il n'est pas idéologue. C'est-à-dire, ce qu'on dit les autres, il y a quelque chose de vrai. Les biens extérieurs, c'est la richesse et la gloire, entrent dans le bonheur, mais pas comme un principe, ils sont relatifs. Ce n'est pas un absolu que je dois rechercher pour lui-même. La joie, le plaisir, ça fait partie du bonheur, mais ce n'est pas un absolu. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant chez Aristote, c'est que quand on découvre la vérité, on demeure souple. C'est-à-dire, partout où est la vérité, je la prends. Et je la situe. Si je découvre la vérité, je suis capable d'ordonner. J'ai un principe, donc je peux ordonner les choses. Dans ce qu'ont dit les autres, la gloire, l'honneur, les biens, la richesse et le plaisir, c'est pas vrai, parce que ça ne peut pas m'apporter le bonheur, mais ils font partie du bonheur. D'une façon secondaire et relative. Vous voyez ? Quand on cherche la vérité très loin, on est capable d'assumer partout où elle est, et de l'ordonner, de la mettre à sa place. C'est ça l'intérêt de la philosophie. Vous voyez ? Donc, la prochaine fois, eh bien, nous ferons un pas de plus, où on cherchera quelle est l'origine du bonheur. Est-ce que Aristote se posera la question ? On en a déjà parlé un peu, puisqu'on a dit que le bonheur, essentiellement, c'est l'activité de l'âme perfectionnée par un habitus spéculatif ou pratique, la vertu morale. Mais étant donné que les biens extérieurs entrent dans le bonheur, est-ce que le bonheur est le fruit de l'activité de l'homme ? Est-ce que le bonheur, il vient de Dieu ? Ou est-ce que le bonheur, il vient du hasard ? Voilà les trois possibilités. Pour ceux pour qui le bonheur est dans la richesse, eh bien le bonheur est dans le hasard. Je joue au loto, je gagne. Donc le bonheur est dans le hasard. Ou alors, j'ai fait un héritage énorme. Alors il va dire, Aristote, il y a les trois. Étant donné qu'on a situé les biens extérieurs dans le bonheur comme relatifs, s'il n'y a pas un principe du bonheur, eh bien les biens extérieurs, ils dépendent à la fois de Dieu et du hasard. Il va dire. C'est vrai. Ça dépend de Dieu, parce que tout vient de Dieu, mais ça dépend aussi du hasard, parce que si je fais un héritage, ou si je gagne au loto, vous voyez, voilà, ça dépend de Dieu et du hasard. Et donc il va dire, le bonheur, ça dépend des trois, mais essentiellement de l'activité humaine. Essentiellement. Mais je ne peux pas nier qu'il faut aussi l'aide de Dieu, et qu'il faut aussi l'aide de ce qu'il appelle le hasard, parce qu'il est philosophe, mais pour nous c'est la providence. Tout ce qui arrive comme ça, qui est inattendu, et qui concourt à mon bonheur. Oui. Alors quand Aristote aura découvert l'existence de Dieu, alors ça sera différent. Il parlera de la providence. Mais pour le moment, en éthique, il n'a pas encore découvert l'existence. Il parle de Dieu dans la dimension religieuse qu'il a de son époque, c'est un peu le polythéisme. Voilà. Mais quand il aura découvert en métaphysique que nécessairement existe un seul Dieu, infini, souverainement intelligent, souverainement bon, créateur, c'est déjà pas mal. Sans l'aide de la foi ni la parole de Dieu, rien du tout. Aristote, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Il ne connaissait pas les Écritures. Voilà, ni l'Ancien Testament ni rien. Alors voilà, la prochaine fois, donc, on fera un pas de plus sur l'étude de la vertu, qui commence à partir du livre 3, du livre même 2, du livre 2 jusqu'à pratiquement la fin. Donc c'est une étude très longue de la vertu, parce que la vertu est... La personne humaine est très complexe, donc il y a une multitude de vertus, il s'agit de les ordonner. D'abord, de voir qu'est-ce que c'est qu'une vertu exactement, quel est son principe, comment on acquiert les vertus, et la diversité, c'est-à-dire l'ensemble des vertus qui existent. Donc c'est l'étude suivante qu'on va faire. Mais déjà, on a fait l'essentiel. Si on a bien découvert ce que c'est que le bien qui est fin et qui est unique pour la vie humaine, c'est le bien personnel, tout le reste va découler de là. Quand on a touché le principe, après c'est un jeu d'enfant, mais c'est vrai, tout découle de là. Bon, est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Vous pouvez
redire le nom qui est écrit en haut à droite? En haut à droite, c'est quoi? Diade, la diade. Hein, c'est les contraires. Vous voyez, il y a une dialectique. Grâce au contraire, on fait une synthèse et puis on aboutit à quelque chose qui dépasse les contraires. Et on aboutit à l'unité absolue. C'est les voies de purification pour Platon. Hein. Oui. Il fait, par exemple, pour l'amour, il dit, ben voilà, je regarde un corbeau, en 2 mots, hein, pas un corbeau. Il dit, ben voilà, je suis attiré par ce corbeau, mais il ne fait pas la distinction entre l'amour et la séduction, hein, pour Platon. Hein. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu de l'hédonisme, hein. On absorbe tout dans l'art. Hein. C'est pas étonnant, parce que l'idée est cause exemplaire, donc la dimension artistique, elle sera là. Hein. Donc, je suis séduit par le beau, mais je serai plus séduit par plusieurs corbeaux. Vous voyez? Et donc, je fais un progrès, je passe d'un corbeau à un corps plus beau, par la multiplication des corbeaux. Voilà. Et puis après, voilà, jusqu'à la contemplation du beau en soi. Parce qu'après, on généralise. Il y a l'aspect générique. Une fois qu'on a passé du singulier à la multitude, on passe de la multitude à la généralité, c'est au genre. Du genre à l'espèce, et puis après on aboutit au beau en soi. Voilà, toute la dialectique. Le mythe de la caverne, et le mythe pour le beau, ce serait quoi? Alors, je ne me rappelle plus, mais je crois que ça se... Bon, ben non, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je ne me rappelle plus. Mais il y a un mythe pour chaque... Alors, le beau, je me rappelle que c'est un mythe qui fait intervenir les dieux. Et ça, j'en suis sûr, hein, c'est une question de mariage entre les dieux, etc. Des choses comme ça. Moi j'ai une question aussi. Vous avez dit tout à l'heure une réalité, en parlant de Dieu, une réalité que je ne connais pas mais qui existe et qui est parfaite. En fait, la démarche d'Aristote, ça a été de se rendre compte qu'il pouvait y avoir un être parfait. Pas de se rendre compte, de montrer que nécessairement ça veut il dire existe qu'il un avait être touché parfait. du doigt. Hein? Ça veut dire qu'il avait touché du doigt, parce que c'est pas... Oui, par la recherche de la vérité, sans faire appel aux Écritures ni à la foi, il montre à partir de l'expérience, spécialement de la personne humaine, où il y a quelque chose qui dépasse le devenir, donc il y a une petite perfection en nous. Hein. Au point de vue chrétien, on sait bien, c'est l'âme. Hein, c'est l'âme qui, avec la mort, elle continue d'exister et de vivre. Ça dépasse tout le devenir, l'âme. Hein. Eh bien, à partir de ce qui en moi ne devient pas, je peux remonter par une induction, justement, un raisonnement qu'on a fait un peu de ce style-là, je peux remonter au principe de l'être, découvrir les principes, qu'est-ce qui constitue l'être, vous voyez, les principes de l'être, et ces principes de l'être, à partir de là, remonter à l'être premier. Mais ça, c'est une autre, peut-être qu'on fera dans 10 ans, si elle est encore là, hein, parce que l'éthique, ça va déjà être long, et puis après, on verra ce qu'on fait, si on fait une autre partie de la philosophie ou si on passe directement en métaphysique. Voilà. D'autres questions? Non? Eh bien, alors on y va. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,